Compte rendu de la 37e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 37e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la tenue de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocost et de la nécessité pour le gouvernement de finaliser le cadre normatif de la justice transitionnelle. Le président de la République a rappelé que depuis 2022, notre pays observe chaque 2 août une journée nationale de commémoration en hommage aux victimes des tragédies humaines qui frappent la République démocratique du Congo. Cette date symbolique se veut à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation nationale face aux drames multiformes, massacres, déplacements forcés, violences sexuelles, spoliations, exterminations ciblées et autres qui ont endeuillé notre nation et continuent encore aujourd'hui à peser sur notre conscience collective. Ces exactions alimentées par des intérêts géostratégiques et économiques traduisent une volonté manifeste de pillage de nos ressources naturelles, souvent accompagnée d'une tentative de substitution démographique qui relève sans équivoque des crimes contre l'humanité et dans plusieurs cas documentés d'actes de génocide. Il est donc désormais impérieux d'œuvrer pour leur reconnaissance sur le plan international. C'est dans cette dynamique qu'a été institué les Génocost, un concept congolais inédit, porteur d'une double vocation, mémoriel et politique. Il incarne, à l'instar de la Shoah pour Israël, non seulement une revendication de justice, une exigence de mémoire, mais aussi une évaluation du coût humain, social et économique du cycle de violence infligé au peuple congolais. Sous son autorité, le président de la République a instruit la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIAVAR, ainsi que le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREF, d'organiser une table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génocost. Cette rencontre prévue à Kinshasa du 31 mars au 3 avril 2025 réunira un échantillon représentatif de toutes les couches sociales, politiques, culturelles et communautaires de notre pays autour du thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocost, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix ». Dans un contexte marqué par l'agression persistante de notre territoire par les forces rwandaises et les supplétifs, ces assises visent à réveiller la conscience nationale, renforcer la solidarité patriotique et à appeler chaque Congolais, chaque Congolaise à se désolidariser des forces extérieures qui exploitent nos vulnérabilités à des fins prédatrices. Ces travaux s'inscrivent également dans la volonté du gouvernement de mobiliser notre jeunesse autour de l'histoire réelle des conflits que connaît la République démocratique du Congo, de lutter contre la désinformation et de renforcer l'unité nationale par une mémoire partagée. Parallèlement, afin d'assurer la cohérence de notre action en matière de justice, de réparation et de réconciliation, le président de la République a insisté sur l'urgence de finaliser le cadre normatif complémentaire relatif à la justice transitionnelle conformément à nos engagements nationaux et internationaux. Ce cadre comprend entre autres les décrets portant mesures d'application de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'arrêté fixant les modalités de la liste unique consolidée, les projets des lois organiques sur la justice transitionnelle ainsi que la politique nationale y afférente.
Ces textes déjà transmis au gouvernement ont été élaborés de manière rigoureuse avec les concours des experts de son cabinet, de la CIAVAR et du FONAREV et d'un comité scientifique. Et dès lors, il a engagé la Première ministre à s'impliquer personnellement pour qu'il soit finalisé dans les meilleurs délais. Un rapport est attendu à ces propos dans les 30 jours. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la tenue de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocost et de la nécessité pour le gouvernement de finaliser le cadre normatif. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de prendre des mesures urgentes à la suite de l'arrêt du financement de certains partenaires internationaux. Depuis les débuts de l'année en cours, plusieurs partenaires internationaux ont pris la décision unilatérale de suspendre avec effet immédiat leurs appuis financiers dans différents secteurs sociaux. Cette interruption soudaine des ressources extérieures compromet sérieusement la continuité des services publics essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement ainsi que de l'agriculture. Si cette situation n'est pas rapidement résolue, et efficacement prise en charge, elle risque d'aggraver une crise humanitaire déjà préoccupante en multipliant les vulnérabilités au sein de notre population, avec des répercussions profondes sur les tissus sociaux, la stabilité communautaire et les perspectives de développement durable. Face à cette urgence, le président de la République a instruit les membres du gouvernement en charge de secteurs concernés, sous la coordination de la Première ministre, à prendre sans délai les mesures suivantes. Mener une analyse rigoureuse et exhaustive de la dépendance actuelle de nos secteurs stratégiques aux financements extérieurs, en particulier dans la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'agriculture. Cette évaluation devra déboucher sur la formulation des mesures correctives concrètes et adaptées en vue d'atténuer les effets négatifs de ces structures de financement. Élaborer un plan national de transition structuré et réaliste permettant d'assurer la continuité des services essentiels à la population. Ces plans devront intégrer des mesures d'urgence à court terme, mais également des actions durables visant à renforcer la résilience de nos systèmes éducatifs et sanitaires, en portant une attention particulière aux aspects suivants: ressources humaines, infrastructures, équipements, approvisionnement en médicaments, accessibilité et qualité des services. Procéder à une révision stratégique de nos priorités nationales en réajustant nos plans sectoriels et nos cadres d'investissement. Cette reprogrammation devra reposer sur une vision concertée, inclusive et prospective, intégrant des mécanismes de financement innovants, mobilisant les ressources nationales et explorant des partenariats alternatifs. Une refonte de notre politique nationale de l'aide au développement est aujourd'hui indispensable pour garantir une meilleure souveraineté budgétaire et une efficacité accrue de l'action publique. Un rapport circonstancié sur la mise en œuvre de ces recommandations, assorti d'un calendrier d'actions précises et d'indicateurs de suivi, est attendu dans les prochains 30 jours. Avant de passer la parole à la Première ministre chef du gouvernement pour son complément d'information, le président de la République est revenu sur la filiation des militaires à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Au-delà du doublement de leur rémunération, le président de la République a par ailleurs chargé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, avec tous les ministères concernés, de lancer un grand processus de vulgarisation et de sensibilisation des réformes sur le nouveau régime de sécurité sociale du personnel militaire, aussi bien de l'armée et de la police, porté par la CENSAP, à Kinshasa comme en province, afin de permettre aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs dépendants d'être parfaitement informés des avantages liés à ces nouveaux régimes contributifs, tant en ce qui concerne l'amélioration de leur retraite et la nouvelle branche couvrant les risques professionnels. Dans la suite de la communication du président de la République, la Première ministre chef du gouvernement est revenue sur la nécessité de mettre en place un cadre permanent de concertation avec les partenaires du secteur privé dans les prolongements de la réunion du haut niveau
sur le plan stratégique du climat des affaires tenu le 20 mars 2025 sous le haut patronage du chef de l'État. Elle a présidé à ces propos une réunion du comité des conjonctures économiques du gouvernement, élargie aux partenaires sociaux, dont notamment la Fédération des entreprises du Congo, la Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo Copemeco, l'Association nationale des entreprises, ANEP, et de la coordination intersyndicale nationale. Dans un esprit de dialogue ouvert et constructif, la réunion avait pour objectif de promouvoir le rapprochement entre les secteurs publics et privés en vue de favoriser l'instauration de réformes structurelles et conjoncturelles qui prennent en compte les attentes du secteur privé en vue de stimuler les développements du tissu économique national et promouvoir le Made in Congo. Ce cadre permanent de concertation avec les partenaires sociaux permettra également la redynamisation de groupes thématiques existants, la relance du comité de pilotage du climat des affaires ou la création d'un cadre ad hoc, la mise en œuvre d'une stratégie de remboursement de la TVA et la mise en place au sein du guichet unique d'un couloir plus adapté aux entités économiques évoluant dans les secteurs informels. À cet effet, la Première ministre a demandé aux ministres sectoriels impliqués dans les réformes du climat des affaires de prendre toutes les dispositions utiles par rapport à chacune des problématiques soulevées. Il en va de même de la nécessité de redynamiser les mécanismes de collaboration dans le respect des textes existants compte tenu de la récurrence des revendications du secteur privé. Sur un autre volet, elle est revenue sur la problématique de la trésorerie de la Régie des eaux et de la SNEL qui a été au centre d'une réunion le 27 mars 2025 avec certains membres du gouvernement ainsi que les dirigeants des structures précitées. Il a été conclu que le gouvernement instaurera dès le mois d'avril 2025 un ordre de paiement permanent suivant les protocoles d'accord en vigueur afin de soulager le passif de ces deux entreprises. Aussi, la Première ministre a demandé la finalisation de travaux de la commission ad hoc instaurée depuis quelques années qui devra s'épancher d'une part sur la question des dettes fiscales et des créances sur l'État et d'autre part sur les paiements réguliers des factures de consommation courante. Ainsi, les montants convenus dans les accords signés avec la SNEL et la Régie des eaux devront être payés mensuellement à travers un ordre de paiement permanent. Concernant la question de la dette fiscale et des créances sur l'État, une commission interministérielle devra examiner plusieurs pistes, notamment l'actualisation de la liste des ayants droit, la titrisation de la dette, la révision de la tarification, la possibilité d'un mécanisme de remboursement du manque à gagner. Ces mécanismes devraient ainsi permettre l'opérationnalisation durable de la Régie des eaux et de la SNEL. Les ministres concernés devront s'y pencher avec diligence, chacun selon ses attributions pour valider les protocoles qui satisfera toutes les parties. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point sur l'État et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par des commentaires au sujet des consultations menées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparitions, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Il a été complété sur ces chapitres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a indiqué entre autres, contrairement à la communication du 22 mars annonçant les cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, les RDF M23 ont continué à renforcer les positions de leurs troupes en hommes et en matériel et à attaquer les positions des forces armées comme c'était le cas non seulement à Walikale mais aussi à Mulamba et Bulungu dans les territoires de Walungu en Sud Kivu. Face à cette situation, la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo reste sans faille pour assurer la défense de la patrie. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, avant de présenter
cette situation, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale s'est apaisanti sur la situation sanitaire des provinces qui sont sous occupation rwandaise. Au Nord Kivu, du 16 au 24 mars, il a été enregistré 38 nouvelles admissions des blessés et 10 décès à l'hôpital des références de Walikale, portant les cumuls de blessés à 5 751 et 1599 décès intra-hospitaliers. Au cours de cette même période, 11 établissements de soins ont été pillés et vandalisés par la coalition criminelle. Au Sud Kivu, un afflux des blessés a été signalé à Katana, dont le nombre n'est pas encore déterminé. En attendant, les cumuls des blessés est à 1150 et celui des décès intra-hospitaliers à 29. La difficulté d'obtenir les informations est justifiée par les menaces des occupants au personnel soignant. Revenons sur la situation épidémiologique. Le ministre de la Santé publique a indiqué que par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 11e semaine est marquée par une augmentation des cas suspects de Mpox. Sur les registres des maladies fébriles avec suspicion d'une intoxication d'origine non encore déterminée dans les territoires de Bassankusu, aucun nouveau cas ni des décès n'a été enregistré du 22 mars 2025 à ce jour. Au sujet de la situation du choléra, les cumuls des cas suspects depuis les débuts jusqu'à la 11e semaine est de 12 600 cas, dont 252 décès. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée au cours de cette semaine et représente 27,7% des cas dans tous les pays, soit 271. Pour toutes ces épidémies, les dispositifs des ripostes sont bien opérationnels. Par ailleurs, le Conseil a été informé de la signature en date du 15 mars 2025 de l'arrêté fixant l'organisation et les fonctionnements d'une province sanitaire en République démocratique du Congo. Cette mesure d'application de la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique vise à rapprocher les services de santé de la population ou des utilisateurs dans le cadre de l'implémentation de la couverture santé universelle. Contrôle et recensement biométrique des agents des services émargeant au budget annexe. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil une note d'information relative au contrôle et au recensement biométrique des agents des services émargeant au budget annexe, dans l'objectif de contribuer à la maîtrise des effectifs et à la rationalisation de la dépense de rémunération. La première phase se déroulera tout au long du deuxième trimestre 2025, soit d'avril à juin, par une note des services assortie d'un calendrier détaillé. Les responsables de tous les services figurant dans la loi de finances 2025, comme émargeant au budget annexe, seront conviés à se présenter devant les services attitrés du ministère de la fonction publique en collaboration avec l'inspection générale des finances pour valider les actes juridiques créant et organisant chaque structure visée, les listes déclaratives des agents qui y sont en activité. Les respects du calendrier de travail étant essentiels pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement, il a précisé que son ministère n'hésitera pas à prendre des mesures contraignantes contre les services qui ne se conformeront pas aux instructions données et surtout à l'égard des services irrégulièrement constitués dont les frais de fonctionnement et la charge de rémunération saignent allègrement le trésor public du fait d'un personnel souvent pléthorique. Après avoir réalisé cette préfiguration, l'identification biométrique individuelle sera immédiatement lancée au plus tard le 1er juillet 2025. Ce processus d'assainissement, a insisté le vice-premier ministre, va certainement induire des économies consistantes pour le gouvernement qui, à travers la loi des finances 2025, prend en charge 387 services émargeant au budget annexe pour un effectif déclaré de 46 460 agents. Circulaire fixant les orientations pour l'élaboration des prévisions des dépenses à capital pour l'exercice 2026. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, a informé les conseils des orientations pour l'élaboration des prévisions des dépenses en capital pour l'exercice 2026, contenues dans la note circulaire irrélative. Il a souligné que cette circulaire a l'avantage de mettre l'accent sur un processus de sélection de projets fondé sur des critères préétablis, précis, transparents et évalués et prêts à être budgétisés. Sa publication permet également d'assurer en amont une large diffusion des 10 critères, car il s'avère indispensable d'anticiper et d'innover
au regard des recommandations du gouvernement et des partenaires au développement afin d'améliorer les processus de gestion des investissements publics en éliminant progressivement tous les goulots d'étranglement et une gestion optimale du dit processus. Outre une brève introduction, la circulaire donne un aperçu des dispositions qui permettront aux institutions, ministères et services publics d'améliorer le choix de leurs projets en cohérence avec les priorités du gouvernement en matière du développement du pays. Campagne de l'élection de notre pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. La vice-ministre aux Affaires étrangères a fait les points de grandes lignes de la campagne à moins de 3 mois de l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'élection étant prévue le 25 juin prochain, elle a brossé une série d'actions à réaliser dans le cadre de la campagne tout en sollicitant l'accompagnement du gouvernement pour relever certains défis organisationnels. La vice-ministre des Affaires étrangères a souligné que l'avènement de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité va ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges multilatéraux, en plus des questions liées à la paix et à la sécurité. L'engagement de la République démocratique du Congo à l'heure du réchauffement climatique est un autre avantage que l'on peut tirer de son expérience tant qu'il apporte une contribution très précieuse à l'action climatique mondiale et s'impose aujourd'hui comme pays solution au changement climatique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Processus de reclassement et plan opérationnel de la réforme des organismes auxiliaires. Le ministre d'État, ministre du Budget, a fait les rapports du processus des reclassements et plan opérationnel des réformes des organismes auxiliaires visant à faire face à la prolifération de nombre important des structures qualifiées abusivement de budget annexe dans les lois des finances, rendant ainsi difficile le contrôle et les suivis, le reporting et la redevabilité de leur gestion ainsi que leur budgétisation efficiente. À cet effet, le ministère du Budget a organisé en 2023 l'atelier relatif au reclassement des organismes auxiliaires. Ces assises bilatérales et participatives ayant concerné 38 sections budgétaires ont abouti à la signature de 38 procès-verbaux entre les représentants de l'unité budgétaire du ministère et les présidents de la sous-commission ad hoc. Fort des résultats obtenus, le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté les plans d'action opérationnels élaborés pour la suite, lesquels comportent plusieurs axes, notamment la signature du décret portant reclassement des organismes auxiliaires ou encore l'assistance technique sur la budgétisation des budgets annexes et établissements publics à mode programme. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 36e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 21 mars 2025. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. 2 dossiers. 1. Feuille de route pour le renforcement de la gestion des revenus tirés de l'exploitation des ressources minières et des hydrocarbures. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis au Conseil la feuille de route pour le renforcement de la gestion des revenus tirés de l'exploitation des ressources minières et des hydrocarbures. Ces documents de stratégie opérationnelle constituent pour le gouvernement les cadres unifiés et cohérents, déclinant de manière structurée les actions de réforme à entreprendre en réponse aux défis de l'épuisement et de la volatilité des recettes issues du secteur extractif auquel le pays est confronté. Outre l'introduction et les objectifs, le ministre d'État, ministre du Budget, a expliqué de fond en comble les contenus de cette feuille de route qui s'articule autour de 2 parties essentielles, à savoir le programme de réforme qui présente sur la base du diagnostic les actions stratégiques à mener par le gouvernement et les conditions de succès en termes de préalables indispensables à l'atteinte des objectifs ultimes, à savoir l'instauration d'un cadre de politique budgétaire ancré sur le solde budgétaire hors ressources naturelles. Sa mise en œuvre, a-t-il précisé, contribuera à améliorer la performance de la gestion des finances publiques, à réduire les vulnérabilités liées à la dépendance aux ressources naturelles et à promouvoir une croissance inclusive, résiliente et durable. Invitant le gouvernement à l'adoption de cette feuille de route, le ministre du Budget a rappelé qu'il s'agit d'un repère structurel du programme économique du gouvernement conclu avec le FMI. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté.
Les deuxièmes dossiers portaient sur l'état des lieux des actions politiques et diplomatiques au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. La ministre est déléguée près le ministre des Affaires étrangères, en charge de la coopération internationale et francophonie, a pour sa part soumis l'état de lieu des actions diplomatiques et politiques de la République démocratique du Congo au sein de l'Organisation internationale de la francophonie en vue de son adoption par le Conseil. En liminaire, elle a signalé qu'en octobre 2024, au cours de la 19e session du sommet de la francophonie, notre pays a obtenu une victoire diplomatique à travers la résolution sur les situations de crise, sortie de crise et consolidation de la paix dans l'espace francophone, adoptée à l'unanimité par les chefs d'État et des gouvernements, à l'exception du Rwanda, lui exprimant la ferme volonté des 88 États et gouvernements à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, exigeant sans délai le retrait des forces armées rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo, condamné avec fermeté tout soutien aux supplétifs et la violation de l'intégrité territoriale de la RDC, dénoncer les viols des femmes et filles comme armes de guerre et condamner les pillages et l'exploitation illicite de ressources naturelles vers le pays voisin. Pour poursuivre ces efforts, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie a proposé le refus de la RDC de participer à la 46e session de la conférence ministérielle de la francophonie prévue à Kigali au Rwanda, les reports de la mission d'information de la francophonie au mois d'avril 2025, l'urgence et l'opportunité de solliciter la mise en place d'un comité ad hoc au sein de l'OIF en faveur de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, le ministre d'État, ministre de la Justice, a soumis au Conseil pour examen et délibération les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 7 avril 2025. Après débat et délibération, ces projets de texte a été adopté. Commencé à 15h53, la réunion du Conseil de ministres s'est terminée à 18h55. Je vous remercie.